Bonjour Catel. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Alors on vous connaît en France notamment pour vos biographies en bande dessinée de femmes célèbres. Il y a eu par exemple Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker ou Olympe de Gouges. Mais cette fois-ci, vous nous racontez l'histoire d'un homme, René Goscinny, une des plus grandes figures de la BD francophone. Et à travers lui, c'est tout le roman de la famille Goscinny. Comment est née cette biographie dessinée de René Goscinny ? Eh bien, c'est tout simplement à une soirée, je rencontre Anne Goscinny qui me demande, ayant lu mes bandes dessinées, mes biographiques, comme je les appelle, sur des femmes, me demande de faire son père, ce qui est tout à fait légitime, puisque c'est le plus grand scénariste français, voilà, dont on connaît l'œuvre, les personnages légendaires, que ce soit Astérix, Lucky Luke ou le petit Nicolas qu'il a fait Aix-en-Pé. Et je lui réponds non, parce que je travaille plutôt sur des portraits de femmes. Bon, ce à quoi elle ne peut rien répondre. Mais j'avais lu les livres d'Anne, parce qu'elle est une grande romancière que j'avais adorée. Et j'ai revu Anne pour lui demander des dédicaces pour ses livres. Et là, elle m'a raconté sa vie. Et tout à coup, a émergé l'idée que je pourrais faire le roman des Goscinny, parce que Anne a une vie extrêmement romanesque, autant que celle de son papa. Et il m'a paru évident que cette transmission et cette vie de Goscinny se passait en fait avec deux voix. Et là, je lui ai proposé de faire le roman des Goscinny. Oui, parce qu'en fait, c'est un roman à deux voix. Hein. C'est un roman à deux voix. C'est le père, c'est la fille. Voilà. Chacun raconte son histoire. Et en fait, c'est un hommage de la fille à son père. Et en fait, c'est les retrouvailles aussi de cette fille avec son père qu'elle a perdu quand elle était enfant, en fait. À 9 ans, elle perd son père. Elle est orpheline parce que plus tard, sa mère mourra aussi assez jeune. Et voilà, elle doit porter cet Astérix et tout ce que ça représente comme travail. Et en même temps, elle doit se réaliser, elle, comme femme. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce portrait. Alors, les images sont parties un peu vite, mais parce que je voulais d'abord vous parler d'autre chose, mais on y reviendra après. Simplement, c'est vous dire que, en fait, René Goscinny a beaucoup dessiné. Vous venez de le rappeler, on le connaît comme scénariste, mais en fait, il a dessiné pendant les 15 premières années de sa vie. Il n'a fait pratiquement que ça. Et je voudrais qu'on regarde, je ne sais pas si on peut les revoir dans l'ordre. On va revoir dans quelques-uns des dessins de Goscinny assez surprenants. Il y en a beaucoup dans votre livre, mais notamment un dessin d'Hitler. Voilà, donc ça c'est un dessin que Goscinny a fait. Il a aussi dessiné Staline. À l'âge de 15 ans, il faisait un tas de dessins comme ça, évidemment. Lui, il était français, il est né en France, Goscinny, mais il faut savoir qu'il était d'abord d'origine polonaise juive. Et ses parents sont partis très vite en Argentine quand il avait 2 ans. Son père travaillait là-bas comme ingénieur chimiste et aussi pour l'installation avec une association des Juifs en Amérique du Sud. Donc en fait, il a passé toute son enfance et son adolescence en Argentine. En Argentine. Et il dessinait sans arrêt, sans arrêt. Il revenait souvent en France en vacances, mais il récupérait les journaux français, il découvrait les pieds nickelés, il découvrait plusieurs magazines qu'il recopiait. Et il a vraiment perfectionné son dessin de plus en plus. Il a même créé un premier journal au lycée. Alors justement, le Quartier Latin, je pense qu'on a la couverture de ce journal, du Quartier Latin. Il y a aussi d'autres dessins qu'on a déjà aperçus tout à l'heure. Voilà, ça c'est la couverture du Quartier Latin, donc cette revue des anciens élèves du collège français de Buenos Aires. Oui, il venait juste de passer son bac et malheureusement à ce moment-là, son papa meurt d'une hémorragie cérébrale, certainement en lien avec les lettres qu'il recevait d'Europe où il savait que toute sa famille était raflée. Avait été exterminée dans les camps. Et voilà, ils sont décédés à Auschwitz, c'était absolument affreux. Et donc la famille est tombée dans la précarité très rapidement parce que la maman s'est retrouvée avec ses 2 fils, il avait un grand frère aussi, et sans emploi, plus d'argent. Et là, la maman est partie avec René aux États-Unis, à New York, pour essayer de travailler, de gagner leur vie. Il avait du talent quand même comme dessinateur. Il avait un grand talent comme dessinateur. Il n'était pas tout à fait à la mode de ce qui se passait à ce moment-là, surtout pas à New York, mais surtout, il a eu un certain manque de chance parce qu'il a rencontré très vite des génies du dessin. Alors, on va voir parce qu'entre-temps, il a aussi dessiné un personnage de détective, Dick Dix. Dick Dix, oui. Qu'il a donc créé, bien avant Astérix, bien avant Lucky Luke. Enfin, c'est pas lui qui a créé Lucky Luke, mais voilà. Dick Dix, qui est ce détective à l'allure assez américaine, en fait, qu'il a donc... très amusant et à l'allure américaine, mais pas tout à fait rencontrant le succès qu'aurait pu rencontrer un personnage de ce type-là, parce qu'il était un antipode de ce qu'on recherchait, un anti-héros. À l'époque, c'était l'époque à New York des Superman, des super-héros. Et lui, il fait ce détective qui comprend rien, qui est toujours à côté, qui arrive après coup. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas à ce moment-là aux États-Unis. Qui va d'ailleurs être publié dans des journaux belges, le Dick Dix. Oui. Comme beaucoup d'ailleurs d'œuvres de René Goscinny, en fait. La Belgique a beaucoup compté dans sa vie, et les Bruxelles en particulier. Figurez-vous, c'est à New York qu'il rencontre Georges Troisfontaine, qui est un homme d'affaires belge, et qui lui dit, si vous passez à Bruxelles, venez
venez me voir. Et Goscinny le prend au pied de la lettre, il prend son bateau, le premier bateau avec ses bandes dessinées de Dick Dix et va les proposer à Bruxelles, à Trois-Fontaines, qui est hyper surpris de le voir débarquer et qui lui donne quand même sa chance dans un journal, La Wallonie, où donc il a imprimé Dick Dix. Voilà, il va travailler pour La Wallonie, pour Le Moustique, pour Spirou, plus tard pour le journal Tintin. Et puis il va rencontrer aussi à New York, quelques années plus tard, il va rencontrer Maurice, qui est le père de Lucky Luke. Et donc, il va, en fait, René Goscinny va devenir le scénariste de Maurice. Voilà. C'est au même moment, il rencontre d'abord Maurice, et puis très vite après, il rencontre Sampé, et puis Uderzo. Donc, que des grands génies du dessin. Et c'est petit à petit, il se dit, je crois que je suis meilleur en scénario qu'en dessin, je vais peut-être m'arrêter. Et il se met à écrire des scénarios pour chacun de ces grands dessinateurs. Et c'est là que commence le vrai succès, que ce soit pour Maurice, Uderzo ou Sampé, qui avaient déjà un petit succès chacun en tant que dessinateur. Mais là, Lucky Luke prend une autre tournure. C'est Goscinny qui invente l'homme qui tirait plus vite que son ombre, qui fait parler Jolly Jumper, le cheval, qui fait ressusciter les Dalton, qui sont 4 cousins imbéciles évadés. Donc il donne un ton très particulier. Jamais non plus. Alors jamais de violence, jamais de mort. Ça c'est aussi le style Goscinny, c'est que c'est toujours drôle sans violence. Et voilà, il donne sa patte en fait à tous ses livres. Donc excusez du peu, avec Maurice Lucky Luke, avec Sampé le petit Nicolas. Voilà. Il y aura Is No Good entre temps. Et c'est toujours, en fait, il fait toujours des rencontres. Il travaille beaucoup en binôme. C'est des duos avec des rencontres qui ont beaucoup compté dans sa vie. Absolument. Et d'ailleurs, son grand modèle d'enfance, c'est Laurel et Hardy, ce fameux duo au cinéma, qui le fait plus mûrir que Kant et Spinoza, dit-il. Oui. Alors là, vous allez aussi un tout petit peu vite, c'est parce qu'en fait, quelques années plus tard, il va rencontrer donc Uderzo, avec lequel, évidemment, il va créer Astérix et Obélix. Ça se passe comment, cette création d'Astérix et Obélix? Vous le racontez à la fin du livre. Parce qu'en fait, il faut préciser, ça s'arrête en 1959, au moment de la création d'Astérix, et il y aura probablement un deuxième tome, j'imagine. Voilà, là, c'est la naissance d'Astérix. C'est comment un gars qui part de rien, finalement, et qui, dans la vie, est mal parti, parce qu'il perd son père, il n'a pas d'argent, il est en galère, eh bien, il finit par créer le personnage le plus symbolique et le plus fort et le plus représentatif de la France, Astérix, lui-même n'étant même pas français au départ. Alors d'abord, il pense à la préhistoire, puis il trouve pas d'idée. Voilà, c'est presque par hasard, parce qu'il faut qu'il remplisse un journal. Il y a un nouveau journal qui se crée qui s'appelle Pilote. Il manque 4 pages à remplir, et on leur demande vite de trouver une idée avec Pilote, Uderzo. dans lequel il est d'ailleurs, René Goscinny. Il est dans l'équipe de base. Il a créé Pilote, voilà. Et puis d'abord, il pense d'ailleurs au roman de Renard à faire ensemble. Et puis il se trouve que Jean Trubert l'a déjà fait. Donc vite, il faut trouver une autre idée. Et Uderzo invite dans son HLM à Bobigny René Goscinny une après-midi pour trouver une idée. Donc il cherche la préhistoire. Ensuite, les Gaulois, tiens, tu connais quelque chose en gaulois, Vercingétorix. Puis il cherche en 10 minutes en buvant un pastis. Ah vraiment, il le raconte l'un et l'autre. Et puis il trouve l'idée, ils se marrent ensemble et voilà, ça se crée. Ils apportent ça au journal le lendemain. On leur dit c'est sympa, mais bon, personne ne croit que ça ira très loin. Et on connaît l'issue de cette aventure. Et pourquoi Astérix? Vous savez pourquoi il l'a appelé Astérix, le petit bonhomme? En rapport certainement à l'imprimerie Béresniak de ses ancêtres, puisque c'est des signes typographiques. C'est donc en relation avec l'Astérix, l'Obélix. Et puis j'ai lu aussi que parce que c'était la lettre A, que c'était plus facile dans les classements. C'était le premier album. C'est le prénom. C'est le premier album d'Astérix. Le prénom, il avait dit on va prendre A comme ça, on est sûr que dans les dictionnaires ça viendra en tout premier. Et il a eu bien raison. Et là vous parliez de Laurel et Hardy, c'est vrai qu'il aimait beaucoup en fait quand il était en Argentine regarder des films américains, notamment Laurel et Hardy. Et donc ce binôme entre un grand maigre et un grand gros, ça lui a donné l'idée en fait de faire ce binôme entre Astérix et Obélix. Ah oui, c'est très très proche dans l'état d'esprit et l'humour aussi et les personnages évidemment. Alors, je voulais vous demander, votre livre commence par une scène absolument incroyable dans le cabinet du cardiologue de René Goscinny. C'est une scène assez dramatique en même temps. Vous pouvez nous la raconter ? Mais c'est Anne qui me raconte ça, qui me raconte qu'à 18 ans, elle se rend chez son cardiologue avec sa main dans son manteau, dans le but de tuer le cardiologue, parce qu'elle a un revolver dans son manteau. Et voilà, il lui ouvre et elle lui dit « Je viens vous voir, des années après, vous avez tué mon enfance en tuant mon père. » Et là, on découvre que le cardiologue avait fait faire un test d'effort à René Goscinny quand Anne avait 9 ans. René avait dit « J'ai mal au bras, je me sens pas bien, j'ai des fourmillements. » Et il lui avait dit « Continuez, monsieur Goscinny, c'est rien. » Et Goscinny s'est effondré, sa femme était à côté, s'est effondré devant le cardiologue et sa femme et est mort. Et d'ailleurs, depuis, ça s'appelle le test Goscinny, les règles ont changé, on ne peut plus faire de tests comme ça d'effort chez le cardiologue sans être en clinique. Et donc Anne est venue régler ses comptes avec ce cardiologue et je commence le livre par cette scène où elle veut tuer le cardiologue. Mais je ne vous en dirai pas plus puisque vous le saurez dans la fin de la bande dessinée. En fait, ce qui veut dire que dans votre livre, tous les textes, les paroles, ce sont les paroles que Anne Goscinny vous a, comment dirais-je, restituées
Ce sont Alors c'était le gros problème. les dialogues qu'elle a eu Comment avec- raconter la vie de Goscinny quand on n'est pas soi-même écrivain et de génie comme lui, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc j'ai très vite demandé à Anne de me fournir des interviews de son papa Voilà, des pour que je interviews. puisse le faire parler. Et en fait, elle m'a procuré, avec l'Institut Goscinny, plus de 1000 pages d'interviews que j'ai décortiquées pendant des semaines, des mois. Et je suis arrivée finalement à tricoter, en mettre de bout en bout ces interviews pour en faire un récit continu. Donc les interviews plus les souvenirs de Anne Goscinny. Alors, il y a les interviews de René Goscinny qui font toute la parole de Goscinny, c'est sa propre parole, c'est presque son dernier livre. Ouais. Et puis, il y a des chapitres intercalés de Anne, où Anne me donne des compléments d'information, parce que son papa occulte certaines scènes. Par exemple, l'histoire de la Shoah, il n'en parle pas, il y a d'autres choses dont il ne peut pas parler, par pudeur, par gêne, par tristesse. Et Anne précise ces choses-là dans un dialogue que j'ai avec elle. Donc, Alors, elle ce qui est très apporte facile, son d'ailleurs, témoignage, en Ce qui est fait. très facile à suivre dans votre livre, c'est que toutes les pages où c'est René Goscinny qui s'exprime sont en bleu, Oui, et toutes les pages où c'est Anne sont en jaune-orange, on va dire. voilà, Voilà. la lumière du Sud. Alors il y a encore un personnage dont on n'a pas parlé, qui est très important dans ce livre, c'est la mère de René Goscinny, qui est un personnage central dans sa vie, on peut le dire. Ah, ça c'est sûr, oui. Ouais. Il a vécu très longtemps, jusqu'à l'âge de 30 ans avec sa maman. Ouais. Du fait qu'il ait perdu aussi son papa très tôt, il s'est retrouvé en galère avec sa mère qui a dû travailler, alors qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie. À 55 ans, elle s'est mise à devenir secrétaire. Pour lui d'ailleurs, enfin, elle a travaillé pour le journal. D'abord, elle a travaillé seule pour nourrir son fils, et après, son fils a commencé à avoir du travail, et il a fait travailler sa mère. Ouais. Mais en fait, ils se quittaient jamais. Il l'a retrouvée à New York, elle l'a retrouvée en France, elle a fini par habiter en France dans le même appartement que lui, jusqu'au moment où il a rencontré sa femme quand même. Voilà, et puis alors, je termine en précisant que vous travaillez aussi aujourd'hui avec Anne Goscinny. Vous avez imaginé ensemble Le Monde de Lucrèce. Je crois que c'est la grande sœur du petit Nicolas. Ce que dit la presse, en tout cas, c'est une merveilleuse histoire d'amitié, un coup de foot d'amitié. Ouais. Et c'est vrai qu'en faisant ce livre, au fur et à mesure, on était de plus en plus amoureuses l'une de l'autre. Ouais. Et elle écrivait, je dessinais, ça paraissait évident. À un moment, je lui dis, tu voudrais pas qu'on fasse une expérience? Elle me dit, ah non, ça jamais, pas dans les traces de mon père. Au jeu de la comparaison, je serais perdante. Et elle m'apporte les textes de Lucrèce. Et maintenant, on en est au 6e tome qui va sortir chez Gallimard. Voilà. Les aventures de Lucrèce. Je renvoie donc aussi à votre livre Le Roman des Goscinny, donc pour tous ceux qui aiment la bande dessinée et surtout qui découvrent un autre Goscinny, donc on connaissait beaucoup moins, Goscinny, le dessinateur d'avant Astérix. Merci beaucoup, Catel. Merci à vous. D'être venu en parler dans 64 minutes.